Je sais pas si la lumière est correcte. Elle a l'air d'être trop puissante. Peu importe. Normalement, j'étais supposée filmer ça à mon ordinateur avec la présentation à côté. Mais malheureusement, j'ai un problème de micro. Je sais vraiment pas pourquoi. Donc, la vidéo d'aujourd'hui, c'est pour faire la petite traduction, ou plutôt la présentation-ish traduction de l'événement de la Variety Fest. Avant que je commence, je vais vous expliquer en fait c'est quoi, tout simplement. Donc, il y avait plusieurs styles de panels, que ce soit Marvel, mais il y avait aussi Bridgerton, il y avait aussi The Queen Gambit, il y avait aussi d'autres séries qui sont apparues cette année. Et en fait, c'était des panels virtuels sur des Q&A. Le journaliste posait des questions aux invités et voilà, c'était un panel de présentation et questions-réponses, etc. Et en fait, le Variety, l'émission qui présentait ça, c'était sponsorisé par Amazon, mais à la base, c'est un magazine slash journaliste interview physique aussi. Une genre de petite émission qui a, je me rappelle plus si c'est aux États-Unis ou si c'est en Angleterre comme émission, comme magazine à la base. Mais ils ont déjà interviewé beaucoup de célébrités hollywoodiennes. En fait, ils ont même fait des genres de petits jeux télévisés entre deux acteurs, etc. Donc, c'est quelque chose qui est très connu aux États-Unis. Et en fait, il y avait un panel spécial Marvel que tu pouvais t'inscrire pour assister au Q&A avec les 3 dernières saisons de Marvel. Donc, il y avait Elizabeth Olsen et Paul Bettany pour WandaVision. Il y avait Anthony Mackie et Sebastian Stan pour Falcon et le Soldat d'hiver. Et malheureusement, Owen Wilson ne pouvait pas être là, donc il y a eu uniquement Tom Hiddleston pour Loki. Et en fait, je vais aujourd'hui vous décrire les grandes lignes de ce que je trouvais les plus intéressants à voir. J'ai un petit papier ici avec tous les points à aborder. J'ai beaucoup de papiers en fait. Avec tous les points à aborder sur qu'est-ce que je trouve qui était le plus intéressant. Tout d'abord, déjà, ce que j'ai beaucoup aimé de l'événement, c'est que c'était très casual, très friendly, très... en fait, ils avaient l'air vraiment confortables à juste faire l'émission, comme s'ils étaient tous sur un canapé en train de parler ensemble et qu'il n'y avait pas du tout du public qui les écoutait à ce moment-là. Ils étaient vraiment très naturels et ils déconnaient entre eux, donc c'était vraiment le fun à écouter. Et en fait, au début, il y avait une petite blague que Anthony Mackie faisait à Tom Hiddleston parce que, en fait, Tom Hiddleston a fait un exposé oral sur Loki. C'est une anecdote qui a été racontée. Ce qui s'est passé, c'est que le jour où Tom Hiddleston a appris qu'il allait faire la série Loki, tout ça, tout le monde était dans la table en train de parler en fait de comment est-ce que la série pourrait évoluer, comment elle pourrait être organisée. Il y avait Owen Wilson, etc. Et il voulait vraiment comme savoir que tout le monde soit sur la même base par rapport à leur connaissance sur la vie et le personnage de Loki. Et en fait, Owen Wilson, normalement, son personnage de Mobius est supposé connaître la vie de Loki encore plus que Loki lui-même. Donc, Tom Hiddleston avait commencé à un peu présenter le personnage et en fait, comme ça a donné que Kate Aaron a demandé à Tom Hiddleston, tant qu'à faire, fais-le pour tout le monde. Donc, ça a fini avec un exposé de plus de 2 heures sur c'est qui Loki, c'est quoi sa vie, c'est quoi qu'il a fait, etc. Et sur un beau petit présentation et tout. Et c'est devenu un peu un running gag parce que à ce moment-là, Anthony Mackie et Sebastian Stan étaient dans le même... dans un studio à côté, mais ils étaient dans le même endroit que Tom Hiddleston quand il faisait sa présentation. Donc là, il était un peu fâché parce qu'il n'a pas pu être présent lors de la présentation et il aurait voulu voir le résultat de 2 heures et plus de présentation sur le personnage de Loki par Tom Hiddleston. Et Paul Bettany avait répondu qu'il trouvait ça très drôle et que ça prouvait à quel point que Tom Hiddleston était très investi dans son personnage parce que lui, il aurait même pas pu faire 30 minutes d'exposé oraux
sur son personnage de Vision. Parce que littéralement, lui, il lit son script et il analyse pas plus que ça, là. Il lit son script, il fait ce qu'on lui demande de faire, puis voilà, tu sais. Alors que Tom Hiddleston, c'est pour ça que j'admire autant cet acteur aussi, c'est parce qu'il s'implique énormément dans ce qu'il fait, et notamment pour le personnage de Loki, il s'est énormément impliqué parce qu'il adore ce personnage, et que ça fait plus de 10 ans qu'il le joue. Même dès le début, il s'est impliqué dans le sens où il a lu tous les comics de Marvel où son personnage était impliqué, et même encore plus que ça, il a aussi exploré l'univers de Marvel des autres personnages pour vraiment savoir en profondeur c'est quoi cet univers qui est Marvel, et précisément son personnage, c'est quoi son histoire au complet. Mais en plus de ça, il avait aussi fait des recherches approfondies à 100% sur les origines de Loki dans la mythologie nordique. Donc vraiment, c'est pour ça que maintenant il est rendu un producteur exécutif, c'est parce qu'il s'implique tellement qu'il connaît énormément de choses sur son personnage, et je pense pas que tous les acteurs pourraient être autant impliqués que ce que Tom Hiddleston est impliqué dans son personnage. Donc, par la suite, une des questions que je trouvais les plus intéressantes au tout début, c'est le journaliste qui demandait comment est-ce que, parce que l'affaire c'est que tous les acteurs qui étaient présents, c'était tous des personnages secondaires dans les anciennes phases de Marvel. Mais maintenant, tous ces acteurs-là, tous les personnages, que ce soit Sam, Bucky, Vision, Wanda ou Loki, c'est tous devenus des personnages principaux. Donc, est-ce que l'implication et la difficulté a changé au fait qu'ils sont devenus personnages principaux de leur série? Et on a commencé avec Elizabeth Olsen qui disait que pour elle, oui, au début, ça avait été stressant dans le sens où c'est plus d'implication, c'est plus de sérieux, c'est plus de lignes à apprendre et d'organisation au niveau des sets de plateau de tournage, et qu'au début, ben, c'est sûr que ça l'avait un peu effrayée. Donc, elle racontait qu'avec sa team, que ça soit avec Paul Bettany ou peu importe d'autres personnes de la team, ils étaient très sérieux, très aimables, ils aimaient tous s'aider les uns les autres, et surtout il fallait être ponctuel. Et par la suite, Anthony Mackie a surchargé davantage en expliquant que pour lui ça avait été au début quand même assez stressant, parce qu'au moment où j'ai bougé ma caméra, excusez. Au moment où ils ont annoncé que ils allaient faire la série Falcon et le soldat d'hiver, en fait, il l'avait appelé, il lui avait dit « Viens à Atlanta, s'il te plaît, on a une réunion et c'est quelque chose d'important qu'on doit annoncer, etc. » Et quand il est arrivé sur le studio où il y avait réunion, il a rencontré Sébastien, puis là, il était en mode « Ah, mais comment ça, on est tous les deux là, qu'est-ce que tu fais là, etc. » Et c'était à l'époque où il y avait uniquement l'idée de faire Disney+. Donc, rendu à ce moment-là, ils lui ont annoncé qu'ils allaient aller vers les téléséries au lieu des films tout le temps. Donc là, Anthony Mackie, il était un peu plus stressé parce que lui, il savait pas qu'il allait avoir WandaVision ou Loki, donc il avait l'impression d'être la première télésérie de Disney+ à propos de Marvel, et il avait peur que ça soit un flop total, dans le sens où on avait eu tous ces films incroyables qui ont fait box-office, qui ont été genre vraiment hyper populaires, très appréciés, Avengers Endgame, Infinity War, peu importe, et il avait peur qu'en sortant Falcon et le soldat d'hiver en tant que première TV-série, et que ça soit un flop total, que ça soit un peu honteux pour lui. Donc, c'est pour ça qu'il est content que ça soit WandaVision qui soit passé avant lui en tant que première série Marvel sur Disney+. Par la suite, Tom a enchaîné en expliquant que lui, au début, parce qu'on lui avait aussi posé la question s'il avait su, au moment où il était mort dans Infinity War, que la série Loki allait apparaître. Et au début, il explique que non, il a su que la série Loki allait apparaître uniquement à la fin, quand on a montré au public le film d'Infinity War. Donc, lors du tournage, plusieurs mois plus tôt, à la scène de sa mort, il n'était pas au courant qu'il y allait avoir une série à propos de lui. Donc, pour lui, c'était sa fin. Son personnage était mort et c'était fini.
Et rendu au moment, je pense que c'était, il expliquait 3 jours avant la sortie du film d'Infinity War, eh bien, on lui a annoncé qu'il allait avoir une série de Loki parce qu'il pensait potentiellement à faire une plateforme de Disney+. Et que, voilà, au début, il avait été un peu confus dans le sens où il savait pas trop comment est-ce que ça pourrait être possible au vu en fait, de sa mort. Et que ils ont dû tout lui expliquer qu'ils avaient l'idée d'apporter la TVA, qu'ils avaient l'idée de faire telle chose dans Endgame pour donner une explication logique, etc. Et qu'ils voulaient continuer la legacy de Loki. Par la suite, on a enchaîné sur le fait de garder un peu les secrets de tournage et Tom Hiddleston expliquait que le plus gros secret de tournage qu'il avait dû garder, c'était 2 ans de temps la mort de Loki. En fait, il avait su pendant le tournage de Thor Ragnarok que Loki dans Infinity War allait mourir et il avait dû garder ce secret-là pendant 2 ans. Alors que contrairement, exemple, à Elizabeth Olsen, que elle, c'était la pro pour garder des secrets, en fait, les seules personnes à qui elle en parle, c'est sa famille, mais elle est capable de garder les secrets très très longtemps. Par la suite, on a voulu avoir l'opinion de Sebastian Stan, mais malheureusement, moi, j'ai trouvé qu'il était très timide. Je sais qu'il est du genre à être très timide. Tu le vois que c'est une personne qui aime pas non plus énormément la célébrité et parler au public. Il va notamment le dire dans cette interview que la célébrité, en fait, les paparazzis puis tout ça, c'est difficile pour lui à gérer. Donc, il expliquait que lui, en fait, c'est parce que c'est très important pour lui qu'Anthony soit autour de lui, parce que comme ça, il peut parler à sa place. Comme ça, lui, il n'aura pas besoin de, sans faire exprès, dévoiler un spoiler ou quoi que ce soit. Et que, voilà, c'est pour ça que maintenant, dans les casts de Marvel, Anthony Mackie et Sébastien, c'est comme on les considère comme des frères. Parce qu'ils sont tout le temps ensemble, c'est des meilleurs amis. Et Anthony prend soin de Sébastien. Par la suite, justement, Sébastien, il impliquait le fait que lui non plus, il n'était pas au courant que son personnage revenait. En fait, pour lui, c'était un peu la fin de Bucky. Il s'attendait pas à ce que le personnage revienne, même au tout début, dans les premiers films où il apparaissait. Pour lui, il pensait pas que son personnage allait devenir aussi important. Et c'est la même chose en fait pour Paul Bettany qui explique pour son rôle de Vision que c'est un personnage qui pensait pas qu'il allait avoir autant d'évolution par rapport à lui. Et on explique que justement au début il commence en tant que juste programme informatique de Tony Stark et qu'après il devient Ultron puis qu'après il devient pas une personne, mais tu sais, un robot avec une certaine connaissance, et que avec la série Wanda, on peut avoir plusieurs visions. On a le vision blanc, on a la vision du monde de Wanda, et que littéralement, potentiellement une humanité réelle du personnage parce qu'à la fin il pleure, etc. Et que vraiment il s'attendait pas du tout à ce que son personnage ait autant d'évolution. Et parlant de la célébrité, c'était la prochaine question que le journaliste avait posée, c'est à quel point le fait d'avoir joué un personnage dans Marvel avait changé la vie des personnes, des acteurs. Elizabeth Olsen a dit que c'était quelque chose d'incroyable pour elle, que c'était la meilleure chose qui lui soit arrivée de toute sa vie et que notamment ça lui avait permis même de trouver des contrats dans d'autres choses et que voilà, ça lui a donné un peu un nom dans l'industrie entre parenthèses. Tandis que pour Sebastian Stan, lui, c'est un peu plus compliqué. Il explique que oui, il aime en fait, son expérience en tant que personnage dans Marvel, ça lui a permis de faire plein de choses, la team est super gentille et tout, mais qu'il aime pas ça, le fait qu'il soit toujours jugé pour tout ce qu'il fait. Il explique justement avec la théorie de si je bouge ce papier-là à tel endroit, c'est sûr et certain que quelqu'un aura toujours quelque chose à dire, peu importe ce que je fais ou que ce que je dis. Et c'est la chose qu'il aime le moins, d'être jugé pour ses moindres faits et gestes et de plus avoir tant de vie privée. Pour lui, c'est difficile, surtout qu'on sait très bien que Sébastien a quand même eu beaucoup de difficultés au niveau de son estime et au
niveau de sa timidité. Puis Tom Hiddleston a enchaîné sur le fait que oui, ça avait changé sa vie de faire le personnage de Loki. Ça lui a permis de faire plein d'affaires et que c'est sûr que c'est difficile des fois au niveau de sa privacité, de sa vie privée, mais qu'il avait beaucoup aimé. Il nous racontait l'anecdote que lui, malheureusement pour Avengers Endgame, il n'avait pas pu être là avec les autres personnes pour voir la présentation aux États-Unis avec tout le monde de Marvel en première. Donc, il avait été avec ses amis en cachette, il s'était déguisé et il avait été dans un cinéma de Londres pour voir le film d'Avengers Endgame. Et c'est à ce moment-là qu'il a réalisé à quel point les fans de Marvel, c'est des fans exceptionnels, des vrais fans de Marvel. C'est des gens exceptionnels qui sont impliqués à 100% dans leur investissement envers les personnages qu'ils aiment et l'univers de Marvel, parce que il disait qu'ils sentaient toutes les émotions du public au moment où il était dans la salle en train de regarder Avengers Endgame et la fin du film et toutes les scènes puissantes qu'il y avait, et il sentait la fébrilité des gens dans la salle et leurs réactions et tout ça, puis il disait que c'était la meilleure expérience auprès de ses fans qu'il avait eu dans sa vie, parce que justement il avait vécu le réel moment des fans à ce moment-là quand il était dans le cinéma. Genre, j'aurais tellement aimé ça, être dans le même cinéma que Tom Hiddleston, mais il avait tellement réussi à bien se cacher avec ses amis, puis il s'était déguisé, puis tout ça, que personne n'a su qu'il était dans la salle à ce moment-là. C'est incroyable. Par la suite, la dernière question que je trouvais très importante, c'est celle du fait que le journaliste il demandait qu'est-ce que ça implique, tout ce qui est props sur le tournage, tout le matériel, mettons les costumes, le décor, le team, etc. Et on avait Elizabeth Olsen qui expliquait que pour elle, c'était incroyable. Juste le fait, ses perruques pour la série WandaVision changeaient complètement toute sa façon d'être, et elle trouvait ça incroyable à quel point ça a été tellement réaliste que ça la forçait encore plus naturellement à rentrer dans son personnage. Elle expliquait qu'elle avait 13 perruques différentes pour vraiment fitter avec toutes les époques dans lesquelles elle allait être pour représenter les années 60, 70, 80, etc. Et que directement, que ça soit son costume, que ça soit sa perruque, ça la transformait directement, ça l'obligeait naturellement à agir autrement, et elle trouvait que c'était tellement magique et puissant que juste une perruque ou uniquement une robe pouvait changer tout chez elle. Elle se tenait déjà beaucoup mieux, elle avait une autre façon de parler, elle avait une autre façon d'agir et de bouger, et ça c'était grâce au réalisme des décors, au réalisme des costumes et au réalisme de l'ambiance qui régnait sur la scène. Que ça soit n'importe quel cast qui était là pendant le panel, ils ont tous agréé au fait que travailler dans l'univers de Marvel avec les personnes de Marvel, c'était l'un des meilleurs plateaux de tournage qu'ils ont jamais eu de toute leur carrière. C'est vraiment... Marvel est réputé pour avoir une bonne ambiance sur les plateaux de tournage. Pour Anthony Mackie, il expliquait que c'était un peu plus compliqué au niveau du tournage parce que eux autres, ils ont vraiment, contrairement à WandaVision ou Loki, eux, ils ont vraiment fait le tournage uniquement en période de pandémie. Donc, quand lui avait reçu les informations pour sa série, il pensait qu'il allait voyager dans plusieurs pays du monde en mode « Oh my God, il y a plein de scènes qui se situent à tel endroit. » Et malheureusement, à cause de la pandémie, on lui avait annoncé « Non, ça va être uniquement à Atlanta ou à Porto Rico. » Et malheureusement, après ça, au moment où ils ont voulu commencer le tournage, eh bien, on lui a annoncé que ça sera uniquement à Atlanta ou à TBA parce que, malheureusement, il y avait eu un gros tremblement de terre à la même époque à Puerto Rico et à cause de ça, ils pouvaient pas faire le tournage là-bas. Donc, ça a un peu comme cassé son mood, mais il disait que ça avait été quand même assez complexe de faire un tournage en période de pandémie, mais qu'en même temps, ça avait fait en sorte que tout le monde était
encore plus impliqué, encore plus familial, parce que ils se soutenaient les uns les autres pour faciliter la tâche à cause du tournage en période pandémique. Et Tom Hiddleston, lui, il expliquait que il avait dû avoir un arrêt au tournage. Ils avaient déjà commencé à faire le tournage de Loki avant la pandémie, et au moment où les premières vagues sont arrivées, ils ont dû arrêter le tournage pendant environ 5 mois avant de reprendre, et qu'après ça, ils ont dû dealer avec les périodes de pandémie, le masque, les contraintes, etc. Mais vu que la plupart des tournages étaient faits plus ou moins dans les mêmes endroits, c'était moins difficile. Et j'ai trouvé ça super intéressant aussi à un moment donné, je me rappelle plus c'est quand exactement et pourquoi est-ce qu'ils sont arrivés dans ce sujet-là, mais ils avaient expliqué, Tom Hiddleston avait expliqué qu'il trouvait ça hyper intéressant que il y ait des, comme je vous ai expliqué sur Instagram, qu'il y ait des thématiques profondes sur les séries, que pour lui, Wanda était par rapport au deuil, l'acceptation du deuil, et que pour lui, Loki allait être par rapport à l'identité, l'acceptation de son identité. Et dernier point de cette vidéo, après c'est sûr que l'interview avait beaucoup plus de détails que ça. Moi, je fais les grandes lignes, même si c'est quand même long. Je pense que je suis rendue à 28 minutes de vidéo. Le dernier truc que je trouverais important à soulever, c'est le fait que les castes, ils étaient tous en accord sur le fait que Marvel, dès que tu avais une idée, parce que, tu sais, à un moment donné, ils parlaient un peu que Anthony Mackie et Paul Bettany, ils appelaient quand même assez régulièrement Kevin Feige pour avoir son avis par rapport à quelque chose de leur personnage, etc., mais qu'on soulevait que tu pouvais toujours donner ton idée. En fait, ce qui est bien avec le tournage de Marvel, c'est que tu peux donner tout le temps ton idée si tu as une idée pour une scène ou pour des paroles ou de l'improvisation ou quelque chose par rapport à ton personnage. Peu importe, eux autres, ils sont toujours ouverts d'esprit. Et c'est ça que tous les acteurs sont d'accord en commun sur le fait que c'est très ouvert d'esprit comme ambiance au niveau des plateaux de tournage de Marvel. Et c'est ça qui rend la chose encore plus excitante parce que tu as un peu les idées de tout le monde qui se fructuent ensemble et qui donnent les films. Donc j'espère que ma traduction ou plutôt mon résumé du panel vous a intéressé. Je sais que la vidéo est longue. Je sais que ça existe déjà sur YouTube, le panel au complet. C'est 45 minutes de panel. Et je pense qu'il est déjà disponible sur YouTube. Il y a sûrement des gens qui l'ont uploadé sur YouTube. Donc, allez voir la vidéo si vous connaissez, si vous comprenez l'anglais, parce que c'est uniquement en anglais, il n'y a pas de sous-titres, rien. Donc, voilà. Et la prochaine fois que j'ai ce genre d'événement-là, je vais essayer de le mettre sur Instagram pour que vous soyez au courant et que vous puissiez bénéficier vous aussi de ce genre d'événement-là qui est super le fun à expérimenter. Donc, je vous laisse là-dessus et je vous fais des gros bisous du Québec!